Alors là, ils ont besoin de quelqu'un. Eh bien, ils vont demander à Ninhursag, la sœur de Enki et d'Enlil. La voilà, Ninhursag. Elle est présentée avec des petits à poil, là. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des scalpels qui permettent de couper le cordon ombilical. C'est la déesse de la naissance. La déesse de la naissance, tuer la déesse de la naissance, crée donc des travailleurs. Conçoit des travailleurs primitifs, que ces travailleurs se chargent du labeur des dieux. Ils cherchent à être remplacés dans les mines, et toi, tu vas nous créer une espèce d'esclave à partir d'un mélange génétique. Et il y a près de 300 000 ans, Enki et Ninhursag créent un nouvel être à partir du croisement génétique entre un Homo erectus, le dernier niveau de l'évolution, et un Anunnaki. Ils font un mélange. Et ils disent, dans le récipient d'argile, ils firent le mélange. L'ovule d'une femelle terrestre avec l'essence d'un mâle Anunnaki, ils mélangèrent. Alors ça, c'est des traductions de textes anciens. Nous, on dirait c'est l'ADN. Hein, mais eux, ils parlaient d'essence. L'œuf inséminé, insémination artificielle. Il y a 300 000 ans. Il y a 300 000 ans. Est-ce des histoires? Il parle d'argile. Dans l'argile, il y a tous les composants qu'on utilise encore aujourd'hui quand on fait des mélanges. C'est la même chose. Donc l'œuf inséminé fut introduit par Enki dans l'utérus de Ninhursag. Il avait proposé sa femme, mais bon, c'était risqué parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient avoir comme petit. Et finalement, Ninhursag a dit non, c'est moi qui vais être enceinte et c'est moi qui vais garder le petit et on va voir. Et finalement, non pas après 9 mois, mais après 10 mois, ils ont attendu 10 mois, est né un petit. Alors là, vous la voyez, Ninhursag, vous voyez ses aides avec les peaux, etc. Et le petit, et elle montre le petit, elle a eu le premier petit, et ce petit, quand elle le montre, elle dit « je l'ai créé de mes mains ». Je l'ai fait. OK? Elle a fait quoi? Voyons ce qu'elle a fait. Il y a 300 000 ans. Au moment exact où l'Homo erectus se transforme soudain en Homo sapiens, alors qu'une telle transformation existe des millions d'années, de l'Australopithèque à l'Homo habilis, de l'Homo habilis à l'Homo erectus, à l'Homo ergatus, il faut des dizaines de millions. Qu'est-ce qu'ils font? Ils taillent des silex. 5 millions d'années après, ils taillent encore des silex. 5 millions d'années après, ils taillent encore des silex. Et d'un seul coup, boum, c'est l'explosion. Et ils ont sorti cet homme-là, qui est l'Homo sapiens. Ils appellent ça le grand bond en avant ou le chaînon manquant. Ils sont incapables de l'expliquer, les anthropologues. Incapables d'expliquer ça. Et au contraire, Enki appelle le premier-né Adamu. Adamu, ça vous dit quelque chose? Adamu, parce que c'est celui qui est comme l'argile de la terre. Alors on va lire la Bible. On va lire la Bible, et dans la Bible il est dit, le nouvel être fut nommé l'Adam, parce qu'il fut créé de l'Adama, le sol de la terre. Vous voyez d'où ça vient? On a une correspondance parfaite. Les paléontologues l'appellent l'Homo sapiens, et Enki et Ninhursag créent la race des Lulu Amelu. Lu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'homme, et Lulu, ça veut dire les hommes mélangés. C'est les mélanges d'ADN. Lulu. Et Amelu, ça veut dire le travailleur primitif, celui qui va aller travailler dans les mines. Et ils ont fait des Lulu Amelu. Et en faisant ces Lulu Amelu, ils les ont fait sur une race d'hybrides qui vivent une centaine d'années. Ils sont beaux, parce qu'ils n'ont plus de poils. Ils sont grands. Ils sont intelligents. Vous êtes beaux, vous êtes grands, vous êtes intelligents, vous n'avez pas de poils partout. OK? C'est la race de l'Homo sapiens. Mais ils ne leur ont pas donné quoi? Ils ne leur ont pas donné la longévité. OK? C'est-à-dire qu'ils vivent, eux, là, ils vivaient une centaine d'années. Alors, le problème, c'est qu'ils travaillent dans la mine, mais ils vont aussi travailler dans les champs, ils vont aussi travailler à la maison, ils vont travailler partout, et on a besoin de plus en plus de Lulu Amelu. Mais le problème, c'est que ces Lulu Amelu, ne peuvent pas se multiplier, et les femelles Anunnaki, les déesses de la naissance, doivent porter ces enfants, OK, à chaque fois pour en faire de plus en plus. Et ça, c'est pas acceptable. Il faut trouver une autre solution. Alors l'autre solution, on l'a trouvée, et c'est l'histoire qui est racontée dans la Bible, c'est l'histoire de la Genèse.
Mais je vais vous expliquer ça un peu autrement. Il faut de plus en plus, les femmes, nous sommes entre 350 000 ans et 40 000 ans avant Jésus-Christ. OK ? Et là, vous voyez, le signe de Ninhursag, c'est ça. Ninhursag, la déesse de la naissance. Vous voyez les serpents. Vous voyez le serpent de l'ADN. Et vous avez le caducée. C'est la même chose. C'est la même chose. On parle de la même chose. Et quand dans la Bible, on nous dit c'est le serpent, vous croyez qu'il y a un serpent qui a la pomme? Non. Voilà le serpent. Le serpent, c'est l'ADN. Comme deux serpents, c'est Ninhursag qui le dit, comme deux serpents entrelacés, elle sépara les essences. Les essences, vous avez compris, c'est l'ADN. Elle sépare l'ADN. Arrangées comme 22 branches sur un arbre de vie étaient les essences. Souvenez-vous du chiffre, 22. Ça pose un problème. 22 était leur nombre, ils ne comprenaient pas la possibilité de procréer. Je vous explique. Voilà les chromosomes, 1, 2, 3, jusqu'à 22. Okay ? Et là, vous avez ce qu'on appelle les chromosomes sexuels. C'est le 23e paire de chromosomes. XX pour les filles et XY pour les garçons. Ok ? Eh bien, ceux qu'ils avaient créés ne comprenaient pas ce chromosome 23, il n'y en avait que 22 paires. Nous, on a découvert les chromosomes en 1875. OK ? Mais eux, il y a 6000 ans, ils expliquaient déjà qu'il n'y en avait que 22, qu'il en fallait 23. Est-ce un mythe ? Peut-être. C'est un coup de chance, en tout cas. Deux autres segments, c'est Ninhursag qui dit ça, deux autres segments sont présents dans l'essence des Anunnaki. Nous, les Anunnaki, on peut avoir des enfants. Eux, ils ne peuvent pas en avoir. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire ? Un mâle, une femelle, sans eux, il peut y avoir de procréation. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire un mélange de manière à ce que les Lulus puissent se reproduire. Le clone humain peut se reproduire, c'est la deuxième manipulation génétique qui se passe en Afrique, à l'endroit même où nous avons découvert Lucy. Lucy in the Sky with Diamond, vous vous souvenez ? C'est à cause de ça qu'on l'a appelée Lucy, c'est la femme la plus ancienne trouvée sur la Terre pour l'instant. OK ? Et il y a environ 35 000 à 40 000 ans. Donc, dans la Bible, c'est la Genèse, c'est Adam et Ève, et c'est le jardin. Alors, poussé par le serpent, il y a Ève qui donne la pomme à manger à Adam, et c'est un gros péché pour les femmes, et il y a Dieu qui arrive, mais Dieu il connaît tout, ben il sait même pas où ils sont, alors il sait pas, il n'est pas au courant. Finalement il arrive à les trouver, et qu'est-ce qu'il voit ? Alors, lisez bien la Genèse, il voit qu'ils sont plus tout nus, ils se sont cachés le sexe, les deux. Ok, pourquoi ? Parce que c'est là que ça se passe. Parce que c'est la procréation. Maintenant, ils sont capables de, à la fin dans le texte de la Bible, croisser et multiplier. Ok ? Ça veut bien dire qu'avant, ils ne pouvaient pas croître et multiplier. Et maintenant, ils sont dans un passage où ils peuvent croître et multiplier. Ok ? Et ça, c'est le passage de la Bible extraordinairement raconté dans la Bible. Et maintenant, on a les 23 paires de chromosomes, mais que nous dit aujourd'hui l'ADN humain ? Parce que nous, on connaît des trucs. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien, le projet Génome a décrypté l'ADN en 2003. Ça fait pas 100 ans, hein. 2003. Avant, on n'avait pas décrypté. On s'attendait à avoir 140 000 gènes codants, et on n'en a que 20 000. OK ? Mais c'est pas tout. On a bien 23 paires de chromosomes, on est d'accord. On a 99% de gènes qui sont identiques aux grands chênes, uniquement 300 gènes de différence. Entre un grand singe et un PDG d'entreprise, il y a 300 gènes de différence. Si vous allez dans une société que vous voyez un grand singe, vous allez vous dire non, c'est pas lui. Hein. Et pourtant, ça fait pas beaucoup, ça fait que 300 sur 20 000. OK ? Eh bien, 300, ça va faire une grosse différence. Mais ce qui fait une encore plus grande différence, c'est ça. C'est que c'est à 223 gènes qui sont sans prédécesseur dans l'arbre de l'évolution. C'est-à-dire que dans nos gènes à nous, on a des gènes, on ne sait pas d'où ils viennent. Okay ? Ils ne sont pas dans l'évolution de Darwin, c'est on va partir d'un singe, il va grandir, et il va devenir un homme. Ben là, ça ne peut pas marcher, parce qu'on a rajouté 223, on ne sait pas d'où ils viennent. Alors ça, il faut qu'on apprenne. Et que nous dit l'ADN humain aujourd'hui ? En 2012, les scientifiques découvrent que la partie non codante de l'ADN humain a une origine extraterrestre. Professeur Chang, un grand généticien.
ok, un Chinois qui a enseigné en France, aux États-Unis et en Chine. Il a fait partie du génome humain. C'est quand même les premiers de la classe, là encore. Ok? Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça. Il dit, tôt ou tard, nous devrons affronter la notion incroyable que chaque vie sur Terre porte le code génétique de son cousin extraterrestre et que l'évolution n'est pas ce que nous pensons. Ok? Professeur Chang. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a deux faits. Le premier fait est que le programme complet n'a certainement pas été écrit sur Terre. C'est maintenant un fait vérifié. Et le deuxième fait, c'est que ces gènes par eux-mêmes ne sont pas suffisants pour expliquer l'évolution. Il doit y avoir quelque chose en plus. On ne peut pas être dans l'évolution simple de Darwin. Il y a un truc en plus. Ok? Les Sumériens nous disent quoi? Mais peut-être c'est un mythe. La Bible reprend ces événements dans la Genèse, chapitre 6, c'est croissez et multipliez. Adam et Ève s'en vont, ils font des petits, et déjà dans les petits, il y en a un qui tue l'autre. Hein. Elle a deux enfants, il y en a un qui tue l'autre. Hein. Caïn et Abel. Hein. Donc ça va vite. L'humanité se déchaîne dès le premier. Quoi. Ils étaient deux sur Terre, il y en a un qui tue l'autre. Alors, là, il y en a un qui tue l'autre, et il y a un truc bizarre, c'est que quand Caïn tue Abel, il tue Abel, et il se fait gronder par Anou, qui lui dit non, c'est pas bien ça. Le bon Dieu lui dit, ouais, faut pas tuer. Alors il lui dit, je vais juste t'exiler, quoi. Et là, Caïn dit quelque chose de bizarre. Il dit, mais si tu m'exiles, les autres vont me tuer. Mais les autres, il n'y a personne sur la terre. Il y a juste Caïn et Abel. Alors qui c'est les autres? Vous regardez la Bible, essayez de comprendre. Et là, après, il y a des troubles, il y a des choses qui ne se passent pas comme ça devrait se passer. Quand les hommes, ça c'est sur la Bible ça, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et firent parmi elles leur choix pour les épouser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, il avait des fils et que les fils ont trouvé les filles des humains belles. C'est la Bible, c'est la Bible, je ne vais pas... Et vous pouvez tous la regarder. Et je vous donne la référence, livre 6, Genèse. Alors, à la lecture de la Bible, on ne comprend pas trop bien, mais à la lecture des Sumériens, tout ceci va s'éclairer. C'est-à-dire que, à Adam, ça ne veut pas dire les hommes, Adam, ça ne veut pas dire Adam, ça veut dire la race des Adams. Une fois qu'ils ont créé cette race et que cette race a commencé à se multiplier, et là on comprend, les fils de Dieu, Elohim c'est pareil, c'est un pluriel. Donc Bnein à Elohim, en hébreu, ça veut dire les fils des dieux. Ils virent que les filles étaient belles, elles n'étaient pas belles, elles étaient tovot. Et tovot, en hébreu, ça veut dire qu'elles étaient compatibles. Compatibles. Pourquoi elles étaient compatibles? Eh bien parce que dans le choc cataclysmique qui s'est passé au moment où les deux planètes se sont percutées, à ce moment-là, il y a eu, et c'est pas moi qui le dis, c'est un prix Nobel de physique qui s'appelle Crick. Il dit il y a eu une panspermie. Il y a eu une panspermie, et il explique pourquoi. Parce que dans les mélanges génétiques, on utilise à chaque fois du beryllium, et du beryllium, il n'y en a pas sur la Terre. Ok? Et on aurait dû utiliser soit du chrome, soit du nickel, mais du beryllium, il n'y en a pas. Alors pourquoi utiliser du beryllium? Alors ça c'est pareil. Donc, il dit qu'il y a une panspermie. Et c'est pour ça qu'à partir d'une même origine, on est un peu de la même race, quoi. On est un peu de la même race, et c'est pour ça qu'on est tovote. C'est pour ça qu'on est compatible. Pas qu'elles sont belles, elles sont compatibles. C'est un terme technique. Enlil n'est pas content, parce que les dieux couchent avec les hommes, et Enki veut les sauver. Et ça, c'est la fin de la période glaciaire, 13 000 ans avant Jésus-Christ, c'est l'histoire de l'arche de Noé. Je vous passe l'arche de Noé, et je vous donne la généalogie de tout ça. On va repartir de très loin. 13 milliards d'années, le Big Bang, ok? 4,5 milliards d'années, la Terre se forme. On a trouvé les premières pierres. 3,5 milliards d'années, apparition de la vie sur Terre. Et là, ça fait que 1 milliard d'années, et ça, c'est pas possible. Et tous les chercheurs disent, là, il y a un problème. Il y a un problème, ça va trop vite, on ne peut pas encore avoir des cellules en 1 milliard d'années. Ok? Mais nous, on le sait maintenant, il y a eu une panspermie. Donc c'est pour ça que ça a marché.
Mais si on ne sait pas ça, et alors la NASA dit, oui, il a dû y avoir un choc qui s'est passé, mais on ne sait pas avec quelle planète. Vous voyez, tout ça va faire un tout. Il faut être un peu patient. 2,5 millions d'années, début de la lignée Homo, Australopithèque, ça c'est 2,5 millions d'années, on avance jusqu'à nous. 450 000 ans, les Anunnaki arrivent sur Terre, 50 dans le golfe Persique, puis ils vont aller dans l'Apsu, dans le sud. 300 000 ans création des Lulu Amelu, c'est la première manipulation génétique. Ensuite, 35 à 40 000 ans création de la race des Adama, les Ahadams, la deuxième manipulation génétique. 13 000 ans, c'est le déluge, anéantissement presque total de la race humaine. 5 000 ans avant Jésus-Christ, le monde commence à Sumer. Il n'y a qu'à lire le livre de Noah Kramer. Et là, je rajoute, mais ça c'est pour la petite histoire, que peut-être en 2050, on découvrira la planète Nibiru. Mais ça, c'est un rêve. Peut-être qu'on trouvera avant. Alors maintenant, je vais vous amener plus dans des choses plus proches de nous. On a trouvé plein de personnages comme ça. En Chine, Aztèques, Japon, Maya, partout, on a ces espèces de personnages qui ressemblent à des cosmonautes. Et les cosmonautes, comme ça, voilà, chez les Mayas aussi, et les cosmonautes, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, Gordon Cooper, il dit « Je crois que ces véhicules extraterrestres et leurs équipages visitent notre planète à partir d'autres planètes. Okay » Ils sont évidemment un peu plus avancés techniquement que nous le sommes sur la Terre. Lui, c'est un astronaute. C'est pas le seul. Lui, la bataille d'Angleterre, Lord Downing, bien sûr, les soucoupes volantes sont réelles et interplanétaires. Ok? On peut se déplacer. Ok? Et lui, Harry Truman, président des États-Unis, dit « Je peux vous assurer que ces soucoupes volantes, dans la mesure où elles existent, ne sont construites par aucun pouvoir sur Terre. » Ok? Et lui, alors lui, il travaille à la CIA, nous avons bien sûr été contactés, peut-être même visités par des extraterrestres, et le gouvernement américain, en accord avec les autres nations importantes sur Terre, est déterminé à garder ces informations secrètes pour le grand public. Secrètes parce qu'ils veulent tirer des technologies de défense. Et on va arriver à ce point-là, qui est un point majeur. Et enfin, aujourd'hui, Elon Musk, publié en avril 2017, donc je vous donne des choses un peu plus récentes, Elon Musk, il veut aller sur Mars. Il veut coloniser Mars. Il veut faire ce que les Anunnaki ont fait il y a 450 000 ans. Hein? Il veut aller sur Mars et il dit oui, il y a eu un engin écrasé, des corps ont été retrouvés, nous ne sommes pas seuls dans l'univers, ils viennent ici depuis longtemps, je suis assez privilégié pour être dans cette aventure, et il a fait une aventure pour aller sur Mars, et il compte y aller vers 2030 ou quelque chose comme ça, ils seront peut-être un petit peu en retard, mais ils vont y aller. On va parler maintenant de la guerre et du Troisième Reich. Le Troisième Reich, en Allemagne, ces gens-là sont en avance sur tout ce qui existe sur la Terre. Tout. Dans le domaine technique, ils ont des avances dans les sous-marins. Ils sont les seuls à avoir des avions à réaction. Ils ont des fusées V1, V2 à réaction. Ils sont en train d'inventer des fusées qui vont aller dans des zones stratosphériques pour aller descendre sur New York. Et aussi, ils sont très proches de la fission pour pouvoir, en 1942, il y avait une publication très proche de faire la bombe atomique, qu'ils n'ont décidé finalement de ne pas faire. Et ils étaient certains, c'était un petit peu tous des occultistes, et tous ces gens-là, qui étaient à la tête du Troisième Reich, faisaient tous partie de cette société qui s'appelle la Société du Vril. Je vais vous parler de la Société du Vril. Et cette société, c'était une société d'occultistes qui disaient qu'ils étaient en rapport avec des extraterrestres. Et Maria Orsic, c'est elle la fondatrice de la Société du Vril, et c'est une très jolie femme qui avait des très longs cheveux, très longs cheveux, et elle se mettait en transe, et elle disait, grâce à mes cheveux longs, comme ça, je suis en contact plus facilement avec les extraterrestres. Ok ? Et elle se mettait en transe, et en écriture automatique, elle écrivait des choses qu'elle ne comprenait pas, dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Donc ils ont demandé à des traducteurs de s'en occuper, et comme par hasard, Vril, qu'est-ce que ça veut dire? Vril, ça veut dire comme Dieu en sumérien.
Et tous ces gens-là étaient certains que dans les colonies anciennes, on allait pouvoir trouver de nouvelles armes. Ils ont envoyé 3 expéditions en Inde pour travailler sur les Védas. Ils ont envoyé des expéditions en Égypte. Ils ont envoyé des expéditions partout où ils pensaient pouvoir être en rapport avec des gens qui avaient des connaissances anciennes dans le domaine de déplacement dans l'espace et dans les armes. Parce qu'ils voulaient gagner par-dessus tout. Et donc, Maria Orsic, elle écrivait, et qu'est-ce qu'elle écrivait? La manière de fabriquer des soucoupes volantes. Donc, ils ont trouvé des plans de soucoupes volantes qui lui ont été donnés, et elle a écrit les plans des soucoupes volantes. Et dès 1939, il y avait des soucoupes volantes en Allemagne. Donc ça, c'est des soucoupes volantes qui sont fabriquées par la société d'Uvril, avec des gradés allemands devant. C'est une petite, c'est les premières. Un ébus, c'est les premières. Et ces soucoupes volantes, il y a un seul individu devant. Et ils en ont fait des beaucoup plus grandes après. Vous avez des soucoupes volantes. Alors là, vous avez un film qui va vous montrer une soucoupe volante prise en 1939 sur un test. Voilà la soucoupe qui vole. C'est les premiers vols tests de ces soucoupes volantes de la société d'Uvril. Dans le premier test, le pilote s'est éjecté et il a pu être sauvé. Voilà. Donc ce que vous voyez, c'est les premières soucoupes volantes fabriquées par les hommes sur Terre, 1939. Après, ils ont fait des soucoupes volantes beaucoup plus grandes, où il y avait 20 personnes dans les soucoupes volantes. Et on a des témoignages de gens qui étaient dans les zones de combat, qui ont dit, oui, effectivement, on a vu des soucoupes volantes au-dessus des zones de combat. C'était des soucoupes volantes allemandes. Et à la fin, en 1945, quand c'était la débâcle absolue, Maria Orsic a disparu. Il y en a beaucoup qui se sont suicidés, il y en a beaucoup qu'on a retrouvés qui s'étaient évadés, et elle a disparu. Et avant de disparaître, elle avait écrit une lettre à tous les gens qui faisaient partie de la société d'Uvril, en leur disant « Je vais aller sur une autre planète avec les extraterrestres ». On n'en sait rien. Mais enfin, vous voyez qu'il y a quand même des choses tout à fait étranges, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, tous les autres ingénieurs, les grands ingénieurs qui avaient développé toutes ces techniques-là? Il y a bien des ingénieurs qui ont travaillé. Eh bien, ils avaient inventé les fours crématoires, ils avaient inventé les V1, les V2, ils avaient inventé tout ça pour le Troisième Reich, pour les nazis, ok? Eh bien, ils ont été récupérés d'abord par les Américains dans le projet Paperclip. Il y a 150 ingénieurs de plus haut niveau qui ont été récupérés par les Américains. Et en particulier, celui qui est au milieu, Von Braun, ici. Et Von Braun, moi je l'adore, donc on va en reparler de Von Braun. Et c'était lui qui a été le responsable du projet Apollo 11, c'est-à-dire d'envoyer les Américains sur la Lune. Ok ? Et quand il est arrivé Von Braun avec les Américains, donc amnistie totale pour tout ce qu'ils avaient fait contre les Alliés, mais en échange, il devait travailler pour eux. Et Von Braun avait déjà un projet qui s'étalait sur 100 ans. 100 ans. Il avait un projet de conquête de l'espace sur 100 ans, avec mise en place d'une station spatiale autour de la Terre qui servait de lien pour aller sur la Lune et pour aller sur Mars. Et Von Braun disait toujours, l'objectif n'est pas la Lune, l'objectif c'est Mars. Et Elon Musk, il va sur Mars, il ne va pas sur la Lune. Mais les Français, pareil, le général de Gaulle, notre bon général de Gaulle, le 17 mai 1945, le général de Gaulle dérive une instruction. Il y aura tout lieu de transférer en France les scientifiques et techniciens allemands de grande valeur. Voilà. On a récupéré au moins 150 techniciens allemands. Et les Allemands, comme on ne savait pas où les mettre, parce que les Français n'aimaient pas les Allemands, on les a mis dans la ville de Vernon. On les a mis dans les hauteurs de la ville, ils étaient séparés, tout le monde parlait allemand, et là, ils avaient fait un centre qui est le LBR, le laboratoire de recherche balistique aérodynamique, et là, ils ont travaillé sur les fusées, sur les sous-marins, sur tout ce qu'ils savaient, eux, et ils ont fait ces développements en France. Et ça, très peu de gens savent qu'on a eu la fusée Ariane grâce à Karl-Heinz Brenger,
qui était le patron du développement des moteurs de la fusée Ariane. Et il a changé de nom, il s'appelle Henri maintenant Bringuer, il s'est nationalité française maintenant, et la France lui a largement octroyé un don de 57 000 francs en 1978 pour ses bons et loyaux services, et en 2010, on a même donné son nom à une rue dans un village en France. Ok ? Donc oui, les Allemands aussi, on les a eus, nos Allemands, pour pouvoir aller dans l'espace avec la fusée Ariane. Il avait prévu, lui, de développer un moteur de 40 tonnes, et les Français lui ont dit non, on va commencer par 4 tonnes, et puis finalement, il est revenu à 40 et à 50 tonnes après. Werner von Braun, lui, il a fait la fusée extraordinaire, la fusée Saturn V de 110 mètres de haut, et vous voyez Din-Gir, les petits personnages, ils sont en haut. Il y a le Din et le Gir. Et le Din, il est brillant, il est là. Hein, les Almanachis nous l'ont dit. Et donc, ils sont allés sur la Lune grâce à von Braun. Et von Braun, il a été interviewé à plusieurs reprises, et en particulier par Timothy Good, qui a écrit un bouquin où il a repris les interviews qu'il avait faites, et il a publié en 1988 une interview qu'il avait eue avec von Braun, et il demande à von Braun, il lui dit, mais comment vous avez pu inventer tout ça? Comment vous avez pu inventer, comment on pouvait aller? Parce que c'est technique d'aller sur la Lune. Et vous savez ce qu'il lui a répondu, von Braun? Il lui a dit, les extraterrestres m'ont aidé dans mon travail. Von Braun. Ok? Et Carol Rosin aussi, qui a travaillé beaucoup avec von Braun, qui est un nom très très connu dans le domaine de l'aéronautique internationale. Carol Rosin demande à von Braun, et von Braun lui dit, les extraterrestres m'ont aidé dans mon travail. Et c'est pas le seul. C'est pas le seul. Hermann Oberth, lui là. Hermann Oberth, là c'était avec les Allemands, les V1, les V2 derrière, et lui c'était le spécialiste des explosifs. Il a été aussi employé par les Américains, et lui aussi il dit, les extraterrestres m'ont aidé dans mon travail. Ok? C'est quand même étonnant. Alors ce qui est étonnant, c'est pas que les extraterrestres les aient aidés dans leur travail, c'est étonnant, c'est qu'ils disent la même chose que les Sumériens disaient il y a 6000 ans. Ils disent, j'ai appris à compter, mais c'est les extraterrestres qui m'ont appris à compter. Ils disent la même chose. Voilà, c'est étonnant. Alors Roswell, Arshad, I'm going to start. Roswell, vous savez, cette histoire de Roswell, c'est un crash qui a eu lieu aux États-Unis, et on va vous passer un petit film que j'ai pris dans Unacknowledgeable de Dr. Jrir. Alors regardez, c'est une interview. A field agent sent to J. Edgar Hoover. 3 so-called flying saucers had been recovered in New Mexico. Each one was occupied by 3 bodies of human shape, but only 3 feet tall. Okay, it's become the #1 document viewed on the FBI website after we released this. Now the craft was it more or less over an egg-shaped craft, and was it saucer-shaped? That particular craft, there were some problems with #1, getting it on the flatbed to take it up to Area 51. The interior craft it didn't have any actual levers or flight control systems that we would identify as a flight control system. But they eventually, I think, over some time, figured it out. And it was done all by hands. The creatures would put their hands on controls, and they'd have this headset on. And this headset would somehow control or help them control the aircraft. They did discuss the fact that there were bodies, extraterrestrial bodies, yes. The creatures were about 4 foot. Some of the creatures were mangled, were heavily injured, and their bodies were torn apart. There were 4 aliens aboard that thing, and those aliens went to Los Alamos. And we were told that the extraterrestrial went to Kirtland Field, Kirtland Air Force Base, and then on to Los Alamos. Two pathologists said there wasn't anything in their anatomy books, there wasn't anything in what our medical schools had never seen anything like this. First I thought it was a child
creatures were approximately 4 foot. They didn't appear to have any ears. They only had 2 orifices. They didn't have earlobes, they had 2 ear canals. They had an indentation for the nose, very, very big eyes. The large eyes. The fingers had no thumbs, just four fingers. Suction devices on their tips of their fingers. You know, the 4 fingers, the long arm, real short joint. Almost looked like they were nude, but they actually had a very thin but tight-fitting suit on. One was alive, partially alive at the time that this happened. It died in about, I believe it was 1952. But the bodies of the extraterrestrials that were found at the scene were in a deep freeze, placed in a deep freeze, and sent to Wright Pat Field in Dayton, Ohio. Thank you, Arshan. Donc là, vous avez des témoignages de gens qui étaient à Roswell, et l'autre, il n'arrivait pas à mettre le vaisseau sur le camion. Donc, je veux dire, c'est des histoires vécues, et ils vous racontent ce qu'ils ont vu. Mais plus que ça, j'ai là aussi un témoignage de McClelland, qui est contrôleur de la flotte des navettes spatiales. Et donc, lors d'une conférence sur l'aérospatiale aux États-Unis, il rencontre, parce qu'ils se connaissent déjà, il rencontre Von Braun et ils discutent avec lui. Et ils vont derrière l'hôtel pendant le break et ils commencent à discuter. Et Clark McClelland lui dit, est-ce vrai qu'un vaisseau extraterrestre a été récupéré en même temps que ses occupants? Avez-vous eu la possibilité d'aller sur les lieux du crash? Et il savait qu'il était à Roswell à ce moment-là, parce que c'était la seule base où il y avait aussi une bombe atomique. La première bombe, la bombe A. Et encore une fois, Von Braun lui dit oui. Je confirme ma présence, on a été autorisé par l'armée à aller sur place et aller les voir, et j'ai vu la soucoupe, j'ai vu les habitants, et il en donne la même description de ce que vous avez eu, il n'y a pas d'oreilles, il y a des grands yeux, etc., et il donne la même description. Donc on a des recoupements avec tout ça, et avec des gens qui sont placés au plus haut niveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces avantages qui ont été utilisés par les Russes aussi. Les Russes, ils n'ont pas pris 100 comme Paperclip, ni 150, ils en ont pris plus de 6000 d'ingénieurs allemands. Et donc les Américains et les Russes ont réalisé de la rétro-ingénierie à partir des objets volants en leur possession, comme à Roswell, dans la zone 51, à Los Alamos. Ils ont trouvé des trucs, ils ont essayé de comprendre comment ça marchait. Ça s'appelle la rétro-ingénierie. Mais plus que ça, ils ont utilisé la connaissance des ingénieurs allemands, tous, Russie, URSS, France. La France, c'est les 3 premiers à avoir la bombe atomique. C'est pas par hasard. Hein? C'est pas par hasard. Et donc, sur ces bases, les Américains et les Russes développent encore aujourd'hui des technologies nouvelles. J'entrerai pas là-dedans, mais sachez qu'il y a des armes extrêmement destructrices qui sont encore développées aujourd'hui parce qu'ils prennent la technologie qui est disponible pour eux pour faire des armes. Et c'est ça le drame, parce que à aucun moment les extraterrestres ont montré par rapport aux humains qu'ils étaient agressifs vis-à-vis de nous. Et on va vous donner un deuxième petit film avec une interview de Carol Rosin qui est au niveau sur le lit de mort de Von Braun. Et Von Braun lui dit quelque chose d'important. Écoutez ça, c'est très important pour dire à nos enfants, arrêtez, n'allez pas dans ce sens-là. Was dying in front of me the very first day that I met him. He had tubes draining out of his side. And he was tapping on the desk telling me, you will come to Fairchild. I was a school teacher. You will come to Fairchild and you will be responsible for keeping weapons out of space. The strategy that Werner von Braun taught me was that first the Russians were the enemy against whom we're going to build space-based weapons. Then terrorists would be identified. Then we were going to identify third world country crazies. The last card is the alien card. All of it, he said, is a lie. A lie. OK? Ça, c'est Von Braun qui dit.
On nous a dit, c'est les communistes. Après, on nous a dit, c'est les islamistes. Et maintenant, on va nous dire, c'est les extraterrestres. C'est Mars Attack, c'est le film Mars Attack. OK? Et ça, c'est pas forcément... On sait qu'on est allé en Irak parce qu'il y avait des armes de destruction massive. Tout ça, c'est des mensonges, et on le sait très bien. Les Américains le savent très bien même aujourd'hui. OK? Mais la prochaine bataille va être une bataille extraterrestre. Et on a plusieurs gens qui le disent encore aujourd'hui. Alors là maintenant, je vais finir là-dessus. C'est sur les derniers développements, les dernières découvertes. Et ces découvertes ont eu lieu au Pérou. C'est Thierry Jamin, le président de l'Institut INCARI, qui a présenté en particulier ces résultats lors d'un congrès national de la République du Pérou. C'est quelque chose de très important, ce projet, qui a été présenté le 19 novembre 2018. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Eh bien, ils ont trouvé à Nazca, dans une grotte, ils ont trouvé des espèces de momies. Ils en ont trouvé 35. Ces 35 momies ont été sorties, ils ont fermé la grotte, personne ne sait où elle est maintenant, elle est fermée. Et ils ont étudié ces corps-là, et ces corps étaient recouverts d'une poussière blanche, et cette poussière blanche a permis de les conserver pendant des années. Et ils n'ont pas étudié eux-mêmes ces corps, mais ils les ont envoyés dans 15 pays différents. En France, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Russie, partout, ils ont envoyé ces corps pour dire c'est pas nous qui manipulons. Et d'abord, est-ce que ces corps sont vrais? Est-ce qu'on n'a pas mis un morceau de poulet avec un morceau d'animal et une tête d'homme et on a fait un mélange? Ou alors est-ce que, par exemple, ils avaient 5 doigts, on leur en avait 2 pour qu'ils en aient que 3 et ils ont regardé ça parce que tout de suite, dès qu'on sort quelque chose comme ça, il y a des gens qui disent c'est des faux et ils ont raison. Okay? Donc pendant plus de 3 ans, ils ont travaillé là-dessus pour essayer de trouver si c'était des faux ou non, avec ADN et tout. Et finalement, le verdict est tombé, ces corps sont absolument authentiques. Premièrement. Et deuxièmement, c'est ça qui est important, ce sont 2 espèces inconnues de la littérature scientifique moderne. C'est-à-dire que ces corps n'existent pas sur la Terre. Ça n'existe pas. OK? Alors, pourquoi ça n'existe pas? On va regarder. Ils ont pris l'ADN, et dans les traces d'ADN, il y a 2 ADN. Il y a l'ADN du noyau et l'ADN mitochondrial. L'ADN mitochondrial, on peut poursuivre par les mères l'évolution et l'origine de l'animal qu'on étudie. Eh bien là, il n'y a aucune origine sur la Terre. Et ça rejoint nous avec 223 gènes qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Et bien là, ils n'en ont pas qui viennent de chez nous. Ils n'en ont pas. Ils en ont entre 19 et 35% qui ne sont pas comparables à nous. Donc ADN, voilà les pièces qu'ils ont trouvées, une des 2 races. Les voilà, plusieurs, il y en avait 35. Scanner. Vous voyez qu'ils sont petits. Ils sont un petit peu identiques à la description qu'ils en ont fait dans l'habitacle. Alors ça, c'est une autre race, les 2 races. Alors celle-là, elle s'appelait Marie, et eux, ils mesurent 1,68 m, ok? Et l'autre race est beaucoup plus petite, c'est à peu près 1 mètre. Voilà, le crâne allongé, toujours on a le crâne allongé, pratiquement pas de nez, des grands yeux. Voilà les personnages. Ça, c'est Joséphine, personnage. Voilà 3 doigts. Ils n'ont pas 5 doigts, 1 pouce, ils ont 3 doigts. Ça, c'est tout à fait nouveau. Hein. Ça, c'est novembre 2018. OK? Ça n'a pas encore fait le tour du monde, ça. Et alors, au lieu d'avoir Humerus cubitus, ils n'ont qu'un os. OK? C'est comme les oiseaux. Et là, regardez les pattes. Ils n'ont pas cet os que nous avons, nous, qui nous fait le talon, là, le tarse, ça s'appelle. Pas de tarse. Et c'est des ovipares. Ils ont des œufs. Et ça, c'est des pièces en cuivre qui ont été apposées, peut-être pour décoration, on ne sait pas ce que c'est. Donc, voilà le détail de une des 2 races. Je ne vous ai pas fait les 2 que une.
On a ici une crête supraorbitaire très très importante, des grands yeux, pratiquement pas de nez, une toute petite bouche, il n'y a pas de dents, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent avec du liquide ou semi-liquide. Et les jambes, et les pieds, et les bras, pareil. Voilà. Donc là, je vais vous montrer une image qui a été prise sur Joséphine, en 3D, à partir d'un scanner. Aussi, il y a le décalage au niveau de la tête qui est plus en arrière, qu'on n'a pas chez les humains. Et voilà donc ces personnages qu'on trouve sans aucune correspondance avec aucun animal existant sur Terre. Voilà ce que c'est. Et pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. Et ils ont entre moins 1000 et moins 7000 ans. Alors ils ont aussi le crâne, la masse crânienne qui est réduite par dessiccation à l'intérieur du crâne. Et un crâne 25% supérieur à notre crâne de Homo sapiens. Et aussi ici, ils ont un os, la clavicule, au lieu d'être en deux parties, elle est en une seule partie. Ils n'ont pas deux clavicules, ils ont une seule clavicule. Voilà les aliens qu'on a trouvés aujourd'hui. Voilà ce qu'on a au dernier niveau de la connaissance aujourd'hui. Et je voulais gentiment citer Thierry Jamin qui dit, Thierry Jamin c'est le patron de cette opération, et il dit « Les implications d'une telle nouvelle à tous les niveaux de la société sont immenses. Chaque citoyen du monde devrait se sentir concerné par ce qui se passe actuellement en Nazca. C'est toute l'histoire des hommes qu'il faudra bientôt réécrire. » Alors on ne l'a pas encore réécrite, mais il faut encore travailler. Voilà. Et pour finir, je voudrais citer simplement Dante Alighieri, qui dit « Parce que nous sommes des hommes, nous avons une responsabilité d'hommes, parce que nous sommes des hommes, nous ne sommes pas faits pour vivre comme des imbéciles. » C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on nous dit des choses qu'il faut les accepter. Il faut aller au-devant de la connaissance, mais pour vivre dans la recherche de la vertu et de la connaissance. Et c'est tout ce que je vous souhaite, et je vous souhaite de finir une bonne soirée tranquillement avec vous. Voilà.